Voilà pour le document. Nous retrouvons maintenant nos invités sur le plateau. Dominique Hennequin, le réalisateur de ce documentaire. Georges Malbruno, ancien otage en Irak, grand reporter au Figaro et auteur du livre Le Nouvel Irak, un pays sans État. C'est aux éditions du Cygne. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS, grand spécialiste de l'Irak et auteur de Comment est né l'Irak moderne au CNRS édition. Et puis Soubi Thomas, sociologue irakien, réfugié politique en France depuis des années. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être avec nous. La tradition veut qu'on commence toujours par un mot du réalisateur du film. Pourquoi, Dominique, vouliez-vous retourner en Irak et revoir vos intervenants? Parce que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez? Oui, c'est un pays un peu qu'on a oublié. C'est l'actualité qui veut ça. On passe d'un sujet à l'autre. Et je me suis aperçu, en parlant de l'Irak autour de moi, que finalement, depuis 2003, on a beaucoup oublié ce pays. Et les gens ont beaucoup oublié ce qu'avait été ce conflit. Et surtout, il y a une grande méconnaissance de ce qu'est devenu ce pays depuis. Quand on parle des murs qui séparent les communautés, on s'aperçoit que les gens ne le savent pas. Qu'est-ce qui vous a justement, vous, le plus surpris, vous qui retournez régulièrement en Irak depuis 10 ou 15 ans? Ce qui est surprenant, c'est quand même cette séparation de communautés et ce sentiment de chaos et certainement ce sentiment de gâchis. On a l'impression qu'on a loupé une vraie chance et que ce pays est pour longtemps encore dans la difficulté. Et je l'ai ressenti beaucoup à travers les personnages qu'on a retrouvés, parce que j'ai pu le comparer par rapport à la dernière fois. Et on sent une lassitude. On sent que les espoirs de l'après-chute de Saddam Hussein sont partis et on sent vraiment une grande fatigue chez les gens que j'ai rencontrés. Alors, Soubi Thomas, je me tourne vers vous parce que vous êtes le seul Irakien de nos invités et pourtant, vous êtes celui qui n'est pas retourné en Irak depuis très longtemps. Vous n'êtes pas souhaité là-bas ou vous ne souhaitez pas y retourner? Vous seriez en danger? Alors, je suis rentré en Irak le jour où George Bush avait annoncé la victoire en Californie. Le jour même, moi, je me trouvais à la frontière jordanienne où je suis rentré, où j'étais très étonné de voir qu'il n'y avait personne à la frontière, il n'y avait plus de douaniers, plus de policiers, plus de fonctionnaires, plus d'État. Et je me suis promené jusqu'au centre de Bagdad. J'ai cru beaucoup, j'avais beaucoup d'espoir, comme beaucoup de mes compatriotes à l'époque, où je pensais qu'on pouvait faire quelque chose dans ce pays. Je suis retourné à 2-3 reprises, mais lorsque je constatais que le proconsul Paul Brimer, qui était le seul qui décidait le sort, la destinée de ce pays, j'ai pris position et j'ai dénoncé la constitution irakienne qui est élaborée sur des bases ethniques et confessionnelles. Et depuis, j'ai repris ma position d'opposant. Vous avez regardé ce film, vous n'êtes pas retourné en Irak depuis 5 ans. Est-ce que le mot gâchis que Dominique Hennequin employait vous semble convenir à ce qui se passe en ce moment en Irak? C'est une catastrophe. Pour une nation, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les Irakiens, mais c'est aussi un drame pour les États-Unis. C'est une opération qui n'a pas de sens. Tout le monde est perdant. On a démantelé un pays qui fait partie des plus anciennes nations du monde. J'ai envie de me tourner vers Pierre-Jean Luizard et Georges Malbruno, plus que démanteler, parce qu'on a même monté les communautés les unes contre les autres. Oui, mais c'était le projet initial de constitution qui était basé sur le confessionnalisme, dont les rédacteurs étaient les Kurdes et les chiites, et qu'il fallait construire un nouveau pays et donc faire table rase du passé, donc démanteler l'armée, le BAS, et à partir de là, ça a été justement la reconstruction d'un pays qui aujourd'hui, c'est un pays mais sans État. L'allusion au livre que j'ai écrit, c'est le problème de l'Irak, c'est que les structures étatiques n'existent. Elles existent sur le papier, mais elles ne fonctionnent pas, ou elles fonctionnent très mal, pour différentes raisons, on y reviendra certainement. Mais ça, plus moi, il me semble, l'absence de sentiment national fait de la part des dirigeants, pas forcément de la part du peuple. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, parce qu'on était fort. Non, il y avait justement avant, c'était l'excès de sentiment national, puisque c'était une dictature terrible. Mais si vous voulez, il ne s'agit pas de comparer peut-être l'avant à maintenant, mais aujourd'hui, si vous voulez, on le voit bien que l'Irak a du mal à trouver une équation politique qui lui permettrait de repartir du bon pied. Mais moi, je parlais plus de la population. Vous parlez des dirigeants, quand vous parliez de dictature. Mais il y avait un fort sentiment national et une possibilité de vivre ensemble, Pierre-Jean Luizard. Ça a disparu définitivement, d'après vous, aujourd'hui? Écoutez,
quand on parle de sentiment national en Irak, il ne faut pas le confondre avec le caractère autoritaire du régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein représentait une infime proportion de la population irakienne, limitée à la fin de son règne à un clan, à une famille. Et si vous voulez, ce qui est paradoxal en Irak, c'est qu'il y a un sentiment irakien très fort. Je ne parle pas des Kurdes qui, eux, ne se sont jamais sentis irakiens, mais en tout cas dans la population arabe qui fait 80% de la population. Sunnites et chiites partagent la même culture. Ils sont pétris de traditions tribales, de culture bédouine, mais ils sont séparés par un certain nombre de choses et par le fait que le système qui a été construit par les Britanniques en 1920 a donné à des élites issues de la minorité arabe sunnite le monopole du pouvoir. Les Américains, en 2003, ont reconstruit le pays à front renversé. Ils ont pris les exclus d'anciens systèmes, les Kurdes et les chiites, excluant les sunnites, ce qui fait que ce sentiment national, là, il est confronté à un système politique qui se reconstruit sous un régime d'occupation étrangère qui, évidemment, a pour aboutissement l'institutionnalisation du communautarisme et du confessionnalisme. Justement, pour vous, ce communautarisme, il s'est installé uniquement du fait des Américains, des Occidentaux, où il y a aussi, là on l'entend dans le documentaire, il y a des gens qui disent oui, il y a des groupes qui sont venus d'Al-Qaïda, qui déclenchent ces attentats, qui montent les communautés les unes contre les autres. Donc c'est vrai qu'on a du mal véritablement à comprendre comment ça s'est déclenché. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Les communautés, notamment confessionnelles sunnites, chiites, existent en Irak. Elles ont des histoires communes, mais conflictuelles parfois. Cependant, il faut dire que, notamment lors de la révolution de 1920, en Irak, contre le mandat britannique, sunnites et chiites s'étaient retrouvés côte à côte pour refuser donc le mandat britannique. Et lors de grandes occasions, les deux communautés savent se retrouver ensemble. Simplement, quand vous avez... Encore aujourd'hui? Alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a eu en Irak une autorité suprême qui n'était pas irakienne et que ça a favorisé, évidemment, le recours au maître suprême qui n'était pas irakien. Et cela a favorisé, du même coup, le fait de privilégier des intérêts communautaires et de plus en plus privés aux dépens d'intérêts patriotiques ou nationaux. Mais si vous voulez, ces clivages communautaires existaient avant. Ils ont été exacerbés par la politique américaine de reconstruction à partir des identités communautaires. Et maintenant, on a un résultat tragique avec le fait que Bagdad est hérissé de barrières et que chacun se retrouve muré derrière, dans son quartier, derrière des murs par peur de la communauté d'en face. Dominique, vous le dites pas mal dans votre documentaire, mais comment vivent justement ces communautés enfermées à l'intérieur de ces murs? Vous le dites très bien d'ailleurs dans le documentaire, avec parfois une seule porte d'entrée, ça veut dire qu'ils mettent des heures pour rentrer chez eux. On a l'impression que c'est autant de petits ghettos qui sont maintenant qui forment Bagdad. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie par quartier. Donc quand on va au centre de Bagdad, qui est une sorte de zone intercommunautaire pour le coup, qu'on se déplace dans la ville, on met des heures pour aller d'un point à un autre. Ça, c'est la réalité quotidienne. Donc les gens sont plutôt dans leur propre quartier. Et dans leur propre quartier, ils sont inquiets parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'étranger, il y a des gens qui sont venus d'autres quartiers qu'ils ne connaissent pas. Et donc tout ça crée un climat de suspicion permanente, d'insécurité, de regard à droite, de regard à gauche. Et ça fait une vie un peu compliquée. Et on se replie énormément sur la cellule familiale. Et on sort très peu de chez soi finalement. On a le sentiment qu'il y a très peu d'espoir maintenant. Ou vraiment beaucoup d'espoir déçu dans la population. Ah, l'espoir est déçu, c'est certain. En même temps, on s'aperçoit que beaucoup des gens qui le pouvaient sont partis, c'est-à-dire tous les intellectuels. Quand je dis intellectuels, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire qu'on a menacé des avocats, on a menacé des médecins, on a menacé des dentistes. Le mari de Warka qui est dans le film, c'est le cas. Et donc, toute cette population qui aurait pu faire le renouveau de l'Irak, aujourd'hui, est partie et à l'étranger. On va y revenir dans un instant. Je vous propose qu'on continue un petit peu à disserter sur le problème donc des communautés. On va réécouter un extrait du documentaire, le moment où Mariam, c'est la grand-mère de votre documentaire, est venue jusqu'à vous pour vous expliquer ce changement et la ségrégation qui s'est installée entre les communautés. On l'écoute.
Tu veux me faire couper la tête? Mais bon, je n'ai peur que de mon Dieu. Nous sommes des Irakiens avant tout. Autrefois, il n'y avait pas de différence entre chiites et sunnites. Chaque communauté respectait l'autre. Les sunnites se mariaient avec les chiites et vice-versa. Ces étrangers sont venus et ils ont fait la ségrégation raciale. C'est quoi ce nom? Sur ta carte d'identité, tu es chiite ou sunnite? Vraiment, c'est pas bien. Le problème avec mes enfants, c'est qu'ils s'appellent Ali ou Omar. Ali, c'est chiite et Omar, c'est sunnite. Donc, on a peur des deux côtés. Voilà, vous parliez les uns et les autres des barrières ou des murs qui se sont érigés au milieu de Bagdad. Est-ce que vous avez le sentiment, à un moment ou à un autre, que ces communautés vont pouvoir se reparler, se retrouver, ou que voilà, cette fracture est définitive, Georges? Non, elle est sans doute pas définitive, mais je pense que le problème aujourd'hui de l'Irak, c'est que c'est vrai que, contrairement peut-être à ce que disait cette dame, bon, les relations n'ont pas toujours été excellentes entre chiites et sunnites, mais je crois que ce qu'il faudrait pour que ces communautés se reparlent, c'est qu'il y ait un leadership irakien qui transcende ce clivage communautaire. Or, aujourd'hui, on reste quand même, avec Nouri al-Maliki et d'autres, sur sur un pouvoir qui reste quand même essentiellement confessionnel, animé par une volonté de revanche. Qui accepte cette séparation. Et qui accepte et qui l'entérine et qui l'accentue. Et donc, avec ce pouvoir-là, si vous voulez, eh bien, les Irakiens, à court terme, n'auront pas la possibilité de renouer des relations entre communautés. C'est ça le drame de l'Irak aujourd'hui. Je pense que les Irakiens souhaiteraient revivre comme ils ont vécu. C'est vrai qu'il y avait des mariages intercommunautaires, il y a le phénomène tribal qui est parfois un phénomène des tribus. Les Doulaymis sont sunnites, mais il y a aussi des chiites, il y a des tribus qui sont mixtes. Oui. Mais si vous voulez, le pouvoir irakien donne un très mauvais exemple et à partir de là, l'espoir n'est pas pour demain, je pense. Soubi Thomas, il y a aussi le problème des chrétiens. On l'a vu avec des attentats meurtriers, des chrétiens qui fuient de plus en plus le pays. Ils ne se sentent absolument plus protégés. Alors, je dirais un mot par rapport à l'origine de conflits ethniques. Bon, il y a des raisons historiques de cohabitation ou religieuses, mais surtout c'est le projet politique qui est à l'origine de conflits entre les communautés. Les États-Unis... Quand vous dites projet politique, vous voulez la constitution le projet mise américain, en place par les Américains. le projet de changement de société en Irak. George Bush est venu avec un projet fou. Il voulait transformer le monde moyen-oriental et il commençait par l'Irak, mais qui n'avait pas d'alliés en Irak. Et pour pouvoir recruter des alliés pour remplacer une société, il est allé recruter parmi les immigrés aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs qui n'avaient plus de lien avec le pays. Et que leur seule légitimité, c'était de s'appuyer sur la religion. Et ils sont devenus tous, que je connaissais une partie d'entre eux, qui étaient aussi laïcs que moi à Paris, ils sont devenus tous des ayatollahs, car c'était la seule façon qui leur permettait d'avoir point et autorité dans le pays. Deuxième aspect, c'est que les États-Unis avaient une solution de rechange. Ils pensaient démanteler l'Irak comme ils ont fait en Yougoslavie. Donc ils ont promis aux opposants qui partaient avec leurs chars de créer des États différents, chiites, sunnites, kurdes, et les ayatollahs ou les généraux qui suivent ces ayatollahs, chacun rêve d'avoir ses puits de pétrole. Ouais. Donc il y a des motivations économiques, il y a une recherche de légitimité et de pouvoir dans la société qui les amène, et de l'argent, qui sont devenus des millionnaires, voire des milliardaires en quelques années. Et sous là, ils ont intérêt que le sentiment ou la guerre entre ethnies et communautés continue et persiste. Concernant les chrétiens d'Irak, qui représentent la communauté la plus ancienne de la Mésopotamie, qui ont à l'origine de la chrétienté en Europe, car saint Thomas est passé par Bagdad et après il est venu prêcher la chrétienté chez vous. On voit dans le documentaire qu'ils ont vraiment très très peur, qu'ils sont en train de fuir le pays. Et ils ont su vivre avec toutes les peuples et les civilisations qu'ils ont traversé le Moyen-Orient ou la Mésopotamie. Ils ont résisté jusqu'à maintenant. Donc le ravage qui a provoqué l'occupation de l'Irak est sans précédent.
5000 ans, ou au moins 12 000 ans, les chrétiens d'Irak, ils ont su résister à Bagdad. Aujourd'hui, ils sont menacés de disparition. Depuis l'occupation de l'Irak, la communauté chrétienne représentait 1,4 million personnes. Ouais. Aujourd'hui, il ne reste que plus de 500 000 personnes. 2 tiers, ils sont partis. Alors, votre documentaire s'intitule Irak, la paix ou le chaos. À vous entendre, on a véritablement l'impression que c'est le chaos, et aussi à vous entendre et à entendre les intervenants de votre documentaire, on a l'impression que ce chaos vient vraiment de l'organisation américaine. Pierre-Jean Luizard, est-ce que c'est juste de dire ça ou est-ce que c'est un peu réducteur ? Je pense que les Américains clament haut et fort qu'ils quittent le pays à la fin de 2011, mais ils laissent derrière eux un système politique, une constitution votée en 2005 sous un régime d'occupation militaire, une classe politique qui a acquis son pouvoir sous un régime d'occupation et qui n'est pas prête à laisser sa place facilement. Et il faut rappeler aussi que les États-Unis laissent derrière eux des armées de mercenaires qui sont plus nombreuses que ne l'étaient les GIs. Oui, quand vous dites mercenaires, c'est des sociétés de sécurité des sociétés de privées. Voilà, les Américains expérimentent en Irak une politique de privatisation de la guerre, avec des sociétés de sécurité privées de toute nationalité, mais qui sont quand même dans l'orbite américaine, puisque on sait que l'ambassade américaine à Bagdad est depuis 2003 sous la protection d'une de ces sociétés, Blackwater, tristement célèbre. Et donc il y a véritablement une empreinte d'une occupation étrangère dans les conflits qui règnent aujourd'hui en Irak et qui sont, il me semble, très difficiles à résoudre dans le cadre politique tel qu'il a été établi sous le régime de l'occupation américaine. Je pense notamment à la Constitution de 2005 qu'il faudrait revoir. Je pense qu'il n'y aura pas de stabilisation en Irak tant que cette Constitution qui monte les Irakiens les uns contre les autres voilà, sera en vigueur. À vous entendre, on a l'impression qu'effectivement les Américains sont en grande partie responsables de ce qui se passe, que pour autant s'ils partent, c'est pas la solution puisqu'il y a ces sociétés de sécurité privée et que tant que la Constitution ne changera pas, le pays ne pourra pas changer, mais que pour autant les politiques qui sont en place n'ont aucune envie qu'elle change cette Constitution. Pourquoi la Constitution ne changera pas? Parce que ceux qui ont été bénéficiaires de cette Constitution, les Kurdes et les Chiites, n'ont aucun intérêt à scier la branche sur laquelle ils ont été assis. Donc c'est ça le drame de l'Irak. Mais à vous entendre, on ne voit pas l'issue. Je crois qu'il y a quand même, quelques lueurs d'espoir avec les mouvements qu'on a vus se développer, autant au Kurdistan qu'en zone chiite, qu'à Fallujah, dans la lignée de ce qui se passe ailleurs dans le monde arabe, c'est-à-dire de gens qui se mobilisent non plus à partir de mots d'ordre communautaires, mais à partir de revendications, de lutte contre la corruption, contre la misère des services publics, contre la répression, contre les emprisonnements arbitraires. Et ça, on l'a vu autant au Kurdistan contre les 2 grands partis qui dominent la région que contre la classe politique de Bagdad. Et c'est probablement de là que l'espoir peut naître. Alors justement, vous ouvrez une porte très intéressante. On suit tous avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en ce moment dans les pays arabes. Alors, question que je pose aux uns ou aux autres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir un effet de contagion de ces révoltes en Irak? Et comme le disait Pierre, en Irak, on a une démocratie qui est imparfaite, mais les Irakiens aujourd'hui ne protestent pas pour avoir la démocratie. Ils protestent pour avoir plus d'électricité parce qu'ils sont à 3 heures par jour, des services, et moins de corruption. Et donc, je crois que là aussi, tôt ou tard, les dirigeants devront rendre des comptes parce qu'on est dans une situation, quand même, l'Irak, d'après le dernier classement de Transparency International, avant-dernier pays au monde pour la corruption. Si vous voulez, on atteint des records. Et tout ça se sait aujourd'hui. Donc, si vous voulez, les Irakiens ont le sentiment que leurs dirigeants s'en mettent plein les poches et qu'en parallèle, le pays ne se reconstruit pas, ne repart pas. Je reprends ma question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir un effet de contagion et qu'en Irak, on peut assister au genre de révolte qu'on a vu en Égypte? Ce qu'on a vu au Kurdistan, c'est quand même très intéressant ce qui s'est passé parce que justement, il y a eu... oui, même dans le sud. Et dans le sud aussi. Dans le sud, les manifestations qui ont commencé à Bagdad, d'abord ils ont commencé dans le village de Halabja, le célèbre village où personne ne croyait que c'est là que ça allait démarrer. Oui.
et ça a été rejoint par les villages ou les villes, petites villes de côté de Najaf, Karbala, à Basra. Donc la revendication des Irakiens aujourd'hui, elle est de nature, bien sûr, revendication sociale, mais elle est également politique, puisque le dernier sondage qu'un institut d'opinion américain a réalisé à Bagdad, il démontre que 66% des Irakiens rejettent l'éventualité d'un État islamique, et ils revendiquent plutôt la mise en place ou l'élaboration d'une constitution qui permettra aux Irakiens d'entrevoir un espoir de démocratie. Je pense que la solution est là. Dominique Hennequin. Pourtant, la religion, moi, c'est quelque chose que je sens très fort monter dans ce pays. C'était pas tout à fait le cas avant. Bon, Saddam Hussein se faisait photographier devant les mosquées pour donner des gages à son peuple, mais la religion, elle a quand même pris. Bon, c'est toujours dans les situations de crise aussi que la religion peut gagner, mais on sent quand même une grande présence de plus en plus de la religion, ces portraits de prophètes dans les rues, partout. C'est quelque chose qui n'existait pas, bien sûr, auparavant, mais qu'on sent quand même grandir. Il y a eu un effet de rejet aussi aux dernières élections, avec notamment le Conseil suprême islamique. Donc je crois que les Irakiens sont en train on est en train de revenir aux fondamentaux de la société irakienne, c'est-à-dire société tribale, avec certes un réveil de la religion, mais de manière, je dirais, modérée. Et l'échec du parti du Conseil suprême islamique aux dernières élections législatives le montre qu'il y a une espèce de ras-le-bol de ces partis religieux. Vous dites modéré, en même temps, dans le document de Dominique Hennequin, on voit quand même qu'il y a quoi, 10 attentats par jour. Donc on a moins. Il y était en décembre, oui, c'est bien ça, Dominique. Il y a eu, dans la période où on était en tournage, il y a eu 192 morts en une quinzaine de jours. Donc il y a des attentats tous les jours, mais on fait en sorte que ces attentats ne se voient pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un attentat, d'abord ce sont des petits attentats contre les checkpoints. Il y a un mort, 2 morts, des fois des blessés. Les énormes attentats dans les marchés publics où il y avait 53 morts. C'est quotidien. Et donc, on fait en sorte, dès qu'il y a un attentat, de remplacer le véhicule qui a été atteint, par exemple. Et on a un sentiment qu'il ne se passe rien. Il y a des tours de passe-passe, quoi. Quasiment. Oui, on a vraiment le sentiment qu'il ne se passe rien, alors qu'il y a une réalité d'insécurité quotidienne assez importante. On la sent, cette insécurité, quand on se promène dans la capitale. Je voulais revenir sur l'influence de la religion actuellement dans la société irakienne. Il y a eu effectivement une explosion identitaire avec un désir de revanche, notamment des chiites, qui fait que l'Irak en 2003, 2004, 2005 était comme une grande Husseiniya, ces lieux de culte chiites. Oui. Aujourd'hui, on assiste au mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol du confessionnalisme. Et ce ras-le-bol, il s'est traduit par le fait que les 2 listes qui sont arrivées en tête aux dernières élections, du 7 mars de l'an dernier, les 2 listes d'Iyad Alaoui de Nouri Maliki étaient des listes qui clamaient le dépassement du confessionnalisme. Bon, elles ont été piégées par les ressorts du confessionnalisme qui les a enfermées chacune dans des réflexes communautaires, mais ça reflète aujourd'hui, il me semble, le sentiment unanime de la population irakienne de sortir du confessionnalisme, et on le voit dans le fait que le seul mouvement politique aujourd'hui qui soutient de façon explicite les mouvements de la société civile irakienne, c'est le mouvement sadriste qui aujourd'hui a repris un discours en faveur de l'état de droit, pour la transparence, pour le respect de la Constitution. On a complètement oublié l'islam. Quand on écoute les sadristes aujourd'hui, et notamment au Parlement, on a l'impression qu'ils sont devenus les meilleurs, les plus fervents défenseurs des droits de l'homme. Et je crois que c'est là, effectivement, parmi ces Irakiens de l'intérieur, sachant que le pouvoir politique a été confisqué par des gens de la diaspora qui sont revenus des États-Unis, d'Europe, pour se partager le gâteau, c'est probablement là qu'il faut voir un espoir dans l'avenir politique du pays. Alors, on va revenir un peu sur ce qui a été laissé par les Américains, ce sentiment de gâchis dont vous parliez tout à l'heure. On va réécouter un autre extrait du documentaire. C'est le moment où le ministre Mohamed Arnaout explique à quel point l'occupation américaine a, d'après lui, abîmé le pays. On l'écoute. Pour nous, l'occupation américaine a détruit le pays. Détruit le pays partout. La culture, l'histoire, l'économie, l'agriculture et tout. Maintenant, l'Irak, je peux dire 50% plus bas qu'avant, à cause des Américains. La division que vous trouvez dans les rues maintenant, c'est artificiel. C'est pas la vraie division entre sunnites et chiites ou un quartier et l'autre.
c'est artificiel. Elles veulent, par leur programme, affaiblir la structure du pays, la structure sociale du pays. Laisser le pays faible, sans savants, sans profs, sans médecins, brisés psychologiquement et partout, et pour dominer l'Irak pour tout. Ils n'ont pas réussi finalement alors. Jamais. Ne peuvent pas le réussir. Georges Malbruno, pendant qu'on écoutait ce ministre, vous disiez c'est un peu facile quand même de dire ça. Oui, non, je crois que... Vous savez, quand j'étais en Irak aussi, on disait les attentats suicides, c'est pas possible que ce soit les Irakiens qui les aient commis. Certes, il y avait beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, dans Al-Qaïda, il y a pratiquement plus d'étrangers. Et ce sont des Irakiens. Et d'ailleurs, c'est bien le problème, c'est que c'est plus difficile maintenant d'aller traquer des Irakiens à Bagdad qu'à Al-Qaïda. Et sur la responsabilité politique, certes, les Américains, j'étais le premier, en tout cas un des premiers à les dénoncer. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais je crois que aujourd'hui, les Irakiens aussi doivent faire un petit peu leur examen de conscience. Et il ne faut pas oublier aussi par rapport à l'exacerbation du sentiment religieux, la déstructuration de l'État, il faut quand même dire aussi que les pays voisins ont leur part à jouer, autant sans doute que les Américains. Vous parlez de l'Iran? Je parle de l'Iran, je parle de la Syrie, de l'Arabie Saoudite et d'autres. Je veux dire, un État irakien faible arrange évidemment l'Iran, qui a su construire une capacité de nuisance, qui aujourd'hui est plus peut-être dans un soft power qu'une capacité il est plus capable d'empêcher que d'imposer. La Syrie a joué un rôle néfaste ces dernières années en Irak, l'Arabie Saoudite, et on voit bien qu'il y a un pays aujourd'hui où il y a cette fameuse fitna, cette division au sein de la communauté musulmane, a fait des ravages, c'est en Irak, parce que derrière, il y a un certain nombre de pays qui ont intérêt à régler leurs comptes en Irak. Soubi Thomas, vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors, il y a aussi l'aspect de la réorganisation de l'État irakien. Lorsqu'on a démantelé les structures de l'État, pour la réorganiser, on a laissé les milices à venir intégrer tous les services étatiques. Donc, tous les ministères, les services de l'État aujourd'hui sont constitués des anciens miliciens. C'est des gens avec le pays, il est appauvri sur le plan de ressources humaines. C'est des gens qui n'ont aucune compétence. La seule compétence, c'était d'être pistonné par une milice. Donc il y a un état des milices. Il est tout à fait normal. Donc les gens officiellement parlent de la religion, puisque la religion, c'était leur carte d'accès pour faire une place dans la société actuelle. Il faut que le système, dans sa totalité, soit démantelé. Et c'est pourquoi l'Irak, peut-être, est le pays le plus apte à faire une révolution plus encore que dans les autres pays pour réorganiser la société sur des bases saines. Alors, il y a un deuxième point qui était intéressant dans ce morceau d'interview, c'était la fuite des élites. C'est-à-dire que, on le voit bien dans votre documentaire et on le sent, les médecins, les dentistes, peut-être même les enseignants, les artistes ont quitté le pays. Ils sont tous partis quasiment. Et oui, on le dit dans le documentaire, des centaines de milliers d'Irakiens qui ont fui simplement parce qu'ils étaient menacés ou se sentaient menacés. Il y a eu beaucoup d'enlèvements à une époque, des enlèvements crapuleux qui étaient pour l'argent, et on s'en est pris d'abord à ces gens-là. C'est le cas de Warka d'ailleurs, qui raconte très bien comment on lui a demandé d'abord 100 000 $, et puis 30 000, et puis... Elle a été libérée assez rapidement contre 35 000 $. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines, des centaines. Donc ces gens-là se sont sentis vraiment menacés et ils sont partis en Jordanie, en Syrie. On le voit en Jordanie d'ailleurs, beaucoup d'hommes d'affaires mènent leurs affaires depuis Amman et font des affaires à Najaf, à Bagdad, font de la reconstruction, construisent des hôtels en étant... décentralisé en quelque sorte. Pierre-Jean Luizard, vous avez le sentiment que ces élites peuvent revenir à un moment en Irak? Parce que dans le documentaire, on sent une vraie nostalgie, un vrai manque du pays. Mais on se dit que pour la génération d'après, ce sera fini. Je crois que ça va être difficile, parce que pour beaucoup de gens, c'est quand même le second exil. Beaucoup s'étaient exilés déjà à l'époque du régime de Saddam Hussein pour fuir aussi les différentes guerres et les différentes répressions.
pour la seconde fois, donc l'espoir est déçu et on ne refait pas sa vie comme ça tous les 15-20 ans. On ne décide pas de revenir. Est-ce qu'un pays peut se reconstruire sans ces élites? Alors voilà, c'est le problème, c'est que les élites de la diaspora qui sont revenues en Irak étaient l'ex-opposition au régime de Saddam Hussein. Ils ont fait main basse sur l'État, on peut dire. Et les élites intérieures à l'Irak, celles qui ont été formées en Irak eux-mêmes, ces classes moyennes qui avaient tant bien que mal réussi à se manifester, aujourd'hui ont pratiquement disparu dans le pays même. On les retrouve aujourd'hui à Montréal, à Paris et en Australie. Je vous repose ma question, est-ce que le pays peut se reconstruire sans eux? Alors ça va être très, très difficile à mon avis parce que ces élites ne sont pas prêtes à revenir sans garantie et l'absence de perspective de stabilisation à court terme va rendre les retours difficiles. Hein. Alors, toute autre question, mais je pense que les téléspectateurs qui nous regardent se la posent, parce qu'on en avait beaucoup parlé au moment de la guerre du Golfe. Est-ce que le pétrole est toujours une des vraies données clés du problème? C'est pas une donnée du problème. Enfin, le pétrole, la production pétrolière, enfin, n'est pas repassée à ce qu'elle était avant la guerre, mais ça donne à l'Irak les moyens de sa reconstruction. Tout le problème de l'Irak, c'est que c'est un pays riche. Au cours des pires années de guerre civile, le budget irakien, le budget d'investissement de l'État irakien, on ne savait pas quoi faire. Il y avait 30% qui ne pouvaient pas être consacrés à des investissements parce qu'il n'y avait pas de la sécurité. Donc l'Irak est un pays riche. C'est bien pour ça que les gens qui dirigent l'Irak ne veulent pas quitter leur siège. Mais le pétrole, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. Et aujourd'hui, on est à 2 300 000 barils par jour, c'est-à-dire une production sensiblement équivalente à ce qu'elle était. Mais on est quand même encore très loin des objectifs. Je me souviens en 2004, le ministre du pétrole disait on vise 6 millions parce qu'il y a des contraintes techniques et il y a l'insécurité qui fait que c'est très difficile. Et il faudrait remettre à jour les raffineries et c'est pas facile dans un contexte d'insécurité. Pierre-Jean Bizarre. On dit souvent que le pétrole est une malédiction pour les sociétés parce que ça conforte les régimes autoritaires et le fait qu'un pays soit rentier, évidemment, ne permet pas le développement d'une classe d'entrepreneurs puisque tout dépend du pétrole. Et je crois que l'Irak illustre très bien cette malédiction. Ça a permis à un régime aussi minoritaire que le régime de Saddam Hussein de poursuivre ses guerres et de s'armer alors qu'il n'avait quand même pas la base sociale suffisante. Et aujourd'hui, ça permet, hélas, à cette classe politique de financer donc des réseaux de loyauté, les milices, et de régner jusqu'au plus fin fond des provinces irakiennes en achetant les uns et les autres. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui, mais l'Irak reste à ce jour la 4e réserve mondiale de pétrole, ce qui est reconnu et annoncé. Mais en réalité, il est plus riche que ça. C'est que les réserves non annoncées, ils sont aussi importantes. Les revenus de pétrole pour les Irakiens représentent 65% de produits intérieurs bruts. C'est la seule industrie qui permettra à l'Irak de vivre, c'est la seule source d'économie. Mais les conflits, y compris ethniques, le pétrole est à l'origine. Et puisque le sud de l'Irak, les chiites, ce qu'ils souhaitent, c'est autour des puits de pétrole dans le sud, c'est de bâtir un État chiite. Et l'Irak, par sa position géopolitique, s'il y avait un État souverain en Irak capable de contrôler son pétrole, il contrôle le pétrole de l'ensemble de la région. C'était l'une des raisons essentielles de la guerre. Ce que les États-Unis ne voulaient pas, quelqu'un comme Saddam Hussein, ils avaient raison peut-être, Saddam Hussein, qui contrôle la totalité du pétrole. Il reste la malédiction de la population irakienne et sans doute peut-être le pétrole permettra aux Irakiens de se retrouver leur unité. Alors, je vais terminer cette émission en vous posant à chacun la même question. Je vais vous demander de faire de la politique fiction. Je sais que ça n'est pas évident. Mais comment est-ce que vous voyez l'Irak dans 10 ans, Pierre-Jean Bizarre?
Alors effectivement, dans 10 ans, je ne vois pas de stabilisation du système politique à court ou à moyen terme. Et je pense qu'il y aura, dans le contexte de ce que le monde arabe connaît aujourd'hui, des mouvements similaires en Irak qui remettront en cause à la fois et la classe politique et le système politique et peut-être même la constitution et ce fédéralisme qui est source de conflits entre Irakiens. Plus d'Américains sur place? Les Américains ne sont pas partis d'Irak et ils ne seront pas partis même après 2011, contrairement à ce qu'on dit. Ils restent par le biais de mercenaires et d'un système politique extrêmement présent. Alors dans 10 ans, je pense qu'au rythme où vont les événements, on aura beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts et on verra. Dominique Hennequin. Moi, j'ai un espoir, c'est que le peuple irakien, effectivement, reprenne les rênes vraiment de son pays et peut-être demain ait un autre destin. Mais malheureusement, je dois dire que je suis assez pessimiste par rapport à ce que j'ai vu et vécu et entendu. Et effectivement, je partage cet avis. Je pense qu'on en a pour au moins une génération pour que les choses changent dans ce pays. Georges Malbruno. Moi, je pense que je suis relativement optimiste sur le long terme. Je pense que l'Irak redeviendra un pays stable, mais il faudra 15 ans encore. Et il faudra effectivement, comme l'a dit Pierre-Jean et Dominique, il faudra l'émergence d'une nouvelle classe politique, mais c'est quand même un grand pays avec ce sentiment national fort parmi les Irakiens, et l'Irak ne peut pas ne pas exister sur la carte du Moyen-Orient pendant 50 ans, je pense. Et Soubi Thomas. Dans les temps ordinaires, on peut imaginer que 10 ans, c'est tout à fait normal. Mais en période révolutionnaire, en quelques semaines, on peut avoir des changements inattendus. Donc, ce n'est pas seulement de l'espoir, c'est sûrement une logique de changement qui traverse le monde. L'Irak, il peut revenir prochainement unifié, démocratique, pluraliste, et peut-être c'est en ce moment-là qu'il fera un exemple pour la région. Et dans ce cas-là, vous y repartirez? J'ai beaucoup d'espoir. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, vous retrouvez Benoît Duquesne pour un nouveau docu-débat consacré à Mayotte. Merci à vous de nous avoir suivis sur Public Sénat. Excellente soirée.